Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. On va voir le dernier long métrage de Nicolas Philibert. Alors, le dernier, c'est compliqué parce que le film fait partie d'une trilogie que Philibert, qui est l'un de nos grands documentaristes en France, consacre en ce moment à la psychiatrie. C'est le deuxième volet. C'est pas grave du tout parce qu'il n'y a pas d'ordre pour les voir en fait. C'est vraiment des films qui sont consacrés à des centres psychiatriques. Le premier, c'était sur l'Adamant, sur cet hôpital de jour un peu particulier, qui est une péniche posée, arrimée au quai de la Râpée. Voilà, donc un lieu assez original. Le troisième suit une brigade d'intervention qui, chez les patients qui retournent à une vie à domicile, vont faire des petites réparations, réparer les objets du quotidien qui sont un peu détraqués. Et puis ce deuxième volet, là, celui qu'on va voir, lui, est consacré à deux unités de l'hôpital Esquirol, qui est l'ancienne, ce qu'on appelait l'asile de Charenton auparavant, donc des unités psychiatriques où les patients viennent pour des séjours longs. Alors Nicolas Philibert, il a commencé à tourner fin des années 70, début des années 80. C'est quelqu'un qui dirais-je fait un documentaire plutôt ligne claire, c'est-à-dire classique dans son approche, patience d'observation, goût de la rencontre, écoute, sens de l'écoute, etc. Et une façon de dessiner des portraits humains qui est tout à fait remarquable. Ces films, ils ont une fibre populaire, c'est vrai, il faut le dire. Être et avoir avait beaucoup marché. C'était sur un ancien instituteur, un instituteur en fin de carrière dans sa classe du Sud-Ouest, si je me rappelle bien. Le film avait beaucoup marqué. Et puis Nicolas Philibert a filmé toutes sortes d'institutions. Il a filmé le Louvre, dans la ville Louvre, côté entrepôt et restauration des tableaux. Il a filmé la ménagerie de Paris, là où on colle, on naturalise les animaux et on leur colle, c'était assez fascinant, des yeux sous forme de billes. Il s'interrogeait beaucoup sur le regard de l'animal. Il l'a refait avec Nénette, le grand spécimen d'orang-outan du Jardin des Plantes à Paris, qu'il a filmé elle aussi. Il a filmé un centre de formation des infirmières, etc. Enfin voilà, il a vraiment circulé dans beaucoup d'institutions. C'est pas la première fois qu'il est dans le monde médical et psychiatrique, puisque dans Le Moindre Geste, il avait déjà filmé cet univers à la clinique de la Borde. Voilà, il avait passé quelques temps dans la clinique de la Borde. Et là, il revient à la psychiatrie avec ce film qui, vous allez le voir, j'en parle très rapidement parce qu'il est assez long et puis il y aura une discussion à la fin, mais investit ce que c'est la consultation entre le thérapeute, médecin, psychologue ou psychiatre, et le patient. Espace de rencontre, bien sûr, mais de conversation, de suivi, d'échange. Et c'est vraiment un des sujets très forts du cinéma de Philibert qu'on va investir ici, c'est la communication. Comment ça communique entre le médecin qui cherche à soigner et le patient dont les symptômes affleurent. C'est au fil de la conversation, par la parole. C'est dans la parole qu'on sent qu'il y a certaines zones troubles, il y a certaines zones d'ombre, etc. C'est la parole qui dérape, c'est la parole qui nous fait sentir, c'est la parole qui révèle. Et le film est très fort parce qu'il contient comme ça, en investissant cet espace qui est un peu secret, celui de la consultation. On le filme pas beaucoup, ça va par-delà le secret médical. Bien sûr, tout le film est soumis à des autorisations. Évidemment, tous les patients ont accepté d'être filmés. Mais c'est là où on voit que ce qu'on appelle le documentaire, qui est un peu le parent pauvre du cinéma tel qu'on le connaît, où la fiction occupe une place majoritaire, dominante, commerciale. Mais dès le départ, le documentaire, ça a été une des origines, une des sources du cinéma. On a commencé par filmer le réel. Et quand on voit ces échanges entre médecins et patients, on se dit que le documentaire, parfois, dépasse vraiment la fiction et est bien au-delà. Et il y a une force des personnages au sens fort, des dialogues comme on n'en voit jamais ailleurs, et une façon aussi de remonter dans l'histoire du patient
qui est tout à fait, je dirais pas romanesque, il ne faut pas exagérer, mais voilà, qui dit beaucoup, qui raconte peut-être plus que ne l'aurait fait un dispositif de fiction. Donc voilà, bon, j'en ai assez dit. On va investir tous ensemble cet hôpital Esquirol. On va découvrir les cas qui se présentent à nous et ce moment quand même clé et passionnant de qu'est-ce que c'est qu'écouter, qu'est-ce que c'est que regarder un patient et qu'est-ce que c'est que faire affleurer quelque chose par l'exercice de la parole. Comment est-ce qu'on révèle, comment est-ce qu'on touche une souffrance, comment est-ce que... C'est une enquête, en quelque sorte, à chaque fois, renouvelée avec chaque patient. Voilà, bon film, et à tout à l'heure pour la discussion. On a traversé ensemble ce film assez, comme je vous le disais, assez long, assez dense de Nicolas Philibert, qui dégage quand même une impression de simplicité. Le dispositif est vraiment élémentaire. Il y a une grande construction, un gros travail de montage, de sélection, parce qu'il y a des heures et des heures de ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire des images de scènes enregistrées, tout simplement. Et par un long travail de montage, de sélection, etc., Philibert en arrive à ce film qui est déjà, on va le décortiquer un petit peu. Je donne une lecture dans un premier temps et puis ensuite il y aura un micro qui circule dans la salle. Mais qui est déjà, je dirais, frappant pour le simple fait de nous livrer des portraits humains. Voilà, de livrer une galerie de personnes, de forger des portraits comme ça. Tout d'abord en accueillant, en filmant ces patients de l'hôpital Esquirol, en les accueillant dans le cadre, en leur prêtant attention et écoute dans ce moment, on l'a dit, qui est assez particulier, qui est celui de la consultation, on y reviendra. Mais le film accueille comme ça voilà, tout un panel de personnes en souffrance qui sont des patients de l'hôpital et ils s'apparentent, je dirais, l'impression qu'on en a, c'est que d'un dispositif qui pourrait sembler assez ténu, assez resserré, ou en tout cas on pourrait dire bon voilà, c'est un mince fil comme ça, et il n'y a que des conversations. Voilà, ça peut sembler assez mince, et en fait, ce qu'on a à l'écran, c'est quand même toute une comédie humaine, avec beaucoup d'émotions. Alors, il y a des moments de drôlerie, il y a des moments plus tragiques, plus sombres. Il y a des agoras, des assemblées de discussion. Voilà, on traverse quand même tout un monde d'émotions, de souvenirs, de vécus, de choses vues, entendues, etc. Ce qui fait dire que la ténuité du dispositif, le côté un peu mince du film, ne l'est pas du tout dans ce qu'il arrive à rassembler, à charrier comme idées, impressions et puis regard sur les vies qui sont évoquées au fur et à mesure. Deuxième constat que moi je trouve assez marquant, c'est qu'on peut se dire bon voilà, le cadre de la consultation, c'est un cadre privé, personnel, où voilà, c'est le lieu du soin, du traitement, très bien, il y a une notion thérapeutique qu'on peut trouver très centrée, très étroite, et puis finalement quand on voit le film, on se rend compte que qu'est-ce qui transite par ce lieu de la consultation? Eh ben, c'est la philosophie, par exemple. Les noms de philosophes qui sont égrenés est quand même assez hallucinante. L'histoire, la politique, des questions sociales, les questions biographiques, la vie de chacun qui s'invite comme ça à travers ce qui a pu provoquer la souffrance, c'est-à-dire des grands traumas, des chocs. On remonte toujours un petit peu à chaque discussion au lieu du choc originel ou du trauma ou de la déchirure. Enfin voilà, il y a de la fêlure. La façon dont les discussions se passent font qu'on remonte. Oui, non, c'est bon, ça marche. On essaie toujours de cerner un petit peu ce lieu-là, mais d'un espace qui pourrait sembler fermé, celui de l'hôpital, qui pourrait sembler une enceinte plutôt
centripète, on va dire, finalement, c'est une espèce d'ouverture sur le monde, sur les idées, sur quelque chose de plus vaste quand même qui passe par là, et que la collection des portraits, des discussions qui nous sont proposées finissent par rassembler. Donc moi, c'est la première chose qui me frappe à l'intérieur de ce film. Hein. Un dispositif n'est jamais trop réduit, et il s'agit d'une petite parcelle de monde pour faire passer un monde plus vaste. C'est toujours comme ça que ça se passe, et c'est aussi l'intérêt des fois de pouvoir se centrer sur un lieu où l'idée du documentaire, c'est en étant le plus localisé, le plus voilà, un endroit bien précis, qu'on peut des fois aborder des choses beaucoup plus vastes. Donc ça, c'est toujours un paradoxe intéressant. Filmez un endroit et vous aurez le monde. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, si on regarde un petit peu la façon dont le film est construit, j'évacue peut-être des questions un peu subsidiaires avant d'en arriver vraiment pour moi, ce qui fait la chair du film, le cœur du film, ce sont les échanges, les conversations. Alors ça, la consultation, c'est vraiment la majeure partie du film, mais ça n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il y a d'autres parties. Il y a d'abord ce que j'appellerais les plans de coupe, c'est-à-dire les transitions entre deux moments de parole. On va voir un petit peu les couloirs de l'hôpital, les murs, des autocollants, des graffitis sur les murs, des inscriptions sur les murs, etc. Puis un peu les lieux, la cour, qui sont pas juste fonctionnels, c'est-à-dire des moments, des transitions qui nous font passer d'une scène à une autre, mais qui disent à chaque fois quelque chose ou qui résonnent un petit peu avec ce qui a été dit, ou avec le motif, j'emploie un mot un peu général, mais le motif de la folie ou du dérangement ou de la fêlure. Les petits papillons sur les murs, les autocollants papillons, les étoiles inscrites au plafond, des fois une silhouette qui déambule dans un couloir, un moment d'absence, un silence qui traverse les lieux, etc. Tout cela nourrit quand même par des motifs ce dont il est question. Et je suis frappé de voir, ça pourrait être des plans fonctionnels, ça ne l'est pas. Philibert est toujours sensible quand même à une espèce d'atmosphère des lieux, à ce qui rend un petit peu les choses plus épaisses. Par exemple, un moment tout bête, je crois qu'il y a un patient qui s'appelle Olivier qui joue l'hymne à la joie sur sa guitare au milieu de la cour. Voilà, c'est pas juste une transition fonctionnelle, c'est un moment poétique. Voilà, il y a une vraie sensibilité de ces passages-là. Ce qui est d'ailleurs très frappant, c'est que Philibert, le film qu'aurait pu faire Philibert, et ce que Averroès et Rosa Parks n'est pas, c'est un film sur un service administratif de psychiatrie tel qu'il fonctionne tous les jours au quotidien, une structure administrative avec le bureau, comment est-ce qu'on s'inscrit, où travaillent les infirmières, comment interviennent les médecins. On n'a pas du tout ce film sur la structure de la cellule psychiatrique de cette unité de soins. Pas du tout. Ça n'est pas un film là-dessus, je dirais, sur sur l'unité structurelle telle qu'elle fonctionne. Film qu'aurait pu faire un grand documentariste américain comme Wiseman, qui a beaucoup filmé Frédéric Wiseman, qui a beaucoup filmé les institutions, ou un film plus informatif sur, je sais pas, l'état de la psychiatrie aujourd'hui, ou voilà, encore une fois, le fonctionnement d'un tel service. Non. Philibert ne fait pas ça. Et même, c'est assez frappant à quel point il règle rapidement la question avec, au début, c'est la façon dont commence le film, c'est des vues au drone, où voilà, on a les lieux. Alors cet hôpital Esquirol qui est niché en bordure du bois de Vincennes, là c'est à Saint-Maurice, donc voilà, c'est la partie sud, je crois, du bois de Vincennes. Bon, alors après ce serait à spécifier, mais alors voilà, on a des plans au drone qui montrent exactement les lieux, ces images comme ça. Et puis, en même temps, c'est des images qui sont montrées aux patients. Ce qui est très intéressant dès le début, c'est à quel point un des patients fait le lien avec un espèce de modèle architectural de l'administration, en disant que oui, l'hôpital, c'est comme la prison, c'est comme le lycée, etc. C'est vraiment un type de quadrillage et d'enfermement qui est typiquement qui est caractéristique, quoi.
Donc dès le début, l'hôpital est déjà on l'évoque un petit peu comme un univers carcéral. Donc c'est intéressant que ce soit posé comme ça et que Philibert ait retenu voilà, c'est une entrée en matière à la fois assez ironique et en même temps très éloquente. Voilà, donc cette question de la structure, des structures, même architecturales, etc., elle est réglée dès le départ. Et ensuite, on rentre vraiment dans l'humain, si je puis dire, dans les questions de portrait. Voilà, pour moi, c'est plus encore que l'humain, qui serait une notion très vague et très ronflante, peut-être, trop générale. Le goût du portrait est pour moi beaucoup plus évident. Le portrait en tant que, à chaque fois, on rend justice à une personne, on l'inscrit dans le cadre, on la montre, on passe un moment avec elle, on l'écoute, et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a quelques moments de scène d'atelier, où là, c'est une collectivité plus vaste qui est convoquée, alors soit pour faire un journal, soit il y a des groupes de discussion, et on voit un petit peu à quel point c'est important pour les thérapeutes de créer une forme d'agora, que les patients parlent entre eux. Il y a quand même un souci de groupe de discussion comme ça, de vraiment partager la parole, réinscrire dans un groupe, décloisonner un peu l'expérience de l'hôpital. Ils le font et ça donne des moments assez vivants, assez forts, où il y a des choses qui jaillissent dans la parole qui sont tout à fait frappantes, et c'est des moments, c'est des moments qui sont un peu eux aussi intermédiaires. Mais le gros du film, c'est bien sûr ces moments de consultation. Il y en a plusieurs. On pourrait dire qu'à chaque fois, c'est un cas qui se présente au spectateur, mais le mot cas est déjà un peu, pour moi, agressif ou trop fort, dans le sens où ce qui se passe au moment où Nicolas Philibert a envie de filmer le trouble psychiatrique, la souffrance psychiatrique, c'est toujours un rapport à la norme qui va se dessiner, se profiler. Qu'est-ce que c'est que regarder un patient, un malade comme ça, un malade psychiatrique? Qu'est-ce que ça implique? Ça nous renvoie, nous spectateurs, à la propre norme qu'on épouse et à la façon dont, quelque part, le patient va s'y rattacher, ou essayer de s'y rattacher, ou envisager son existence dans la norme. C'est assez frappant, hein. Ce sont des degrés comme ça qui séparent à chaque fois chaque patient de cette idée de la norme. Et c'est ce dont il est question dans les conversations. Des rapports plus ou moins contrariés à la norme. Il y a un des patients, par exemple, qui pense soigner son sentiment de culpabilité en payant des impôts, en se réinscrivant. Enfin, voilà, c'est quand même assez étonnant. Voilà, travailler, payer des impôts. Un autre est terriblement angoissé à l'idée à la fois de maintenir ensemble le fait de pratiquer sa religion et de s'inscrire dans la République. Vous voyez, alors ce sont des troubles qui s'inscrivent dans des situations très concrètes, hein, dans des espaces sociaux, qui convoquent comme ça à la fois une existence sociale, sentiment même politique des fois, enfin bon, c'est toujours à la fois très frappant à quel point la société est convoquée dans cette parole-là. Alors, qui dit discussion dit figure de cinéma. Il y a une figure qui est quand même très connue dans la grammaire cinématographique, mais qui est très associée à la fiction. C'est celle qu'on appelle le chant contre chant. Alors le chant contre chant, en général, quand il y a deux personnages qui dialoguent dans n'importe quel film de fiction, n'importe quelle histoire, le chant est réservé à l'un et le contre-champ, c'est son interlocuteur d'en face. On passe de l'un à l'autre et c'est vraiment la figure majeure pour raconter deux personnages qui discutent ensemble. Alors ça a vraiment été creusé, travaillé par la fiction. Et ce qui est très intéressant, c'est que Philibert récupère ce dispositif dans le documentaire. Donc c'est un dispositif à 2 caméras.
très explicitement, hein, qui filme d'un côté le patient et de l'autre le psychologue, psychiatre, thérapeute, disons, médecin, quoi, voilà, de l'autre côté. Hein, et ça fonctionne comme ça. Alors, bien sûr, il y a un imaginaire de fiction qui s'attache à ce... On est vraiment dans... On a l'impression des fois d'être dans un dialogue, presque, hein, parce que c'est une figure qui, voilà, qui nous déclenche un espèce de réflexe. Et dans le documentaire, alors bien sûr, Philibert, des fois, réunit les deux dans un même plan, des fois, il change un peu d'échelle, etc. Il y a des variations, hein, il n'est pas toujours au même endroit. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même que la dialectique de la conversation en passe par là. Il y a deux pôles, quoi. Hein. Il y a un pôle, le pôle médecin et le pôle patient. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, on sait à quel point la parole est importante dans le traitement. C'est même dit explicitement au cours du film. Mais ce jeu du chant et du contre-chant, ça va aussi laisser une place prépondérante pour l'écoute. C'est-à-dire que, bien sûr, le film est une série de portraits de patients, mais pas seulement. C'est aussi des portraits de thérapeutes. C'est tout aussi important. C'est deux personnages. Hein. Alors, je dis personnages au sens large, c'est un peu un écart de langage, parce que ce sont des personnes dans un documentaire, hein. Pas des personnages de fiction. Mais disons personnages, voilà, pour élargir un petit peu le thème. Donc, deux personnages qui se font face et auxquels le film prête la même attention. Parce que le film aurait tout simplement pu, un des réflexes de beaucoup de documentaristes, disons médiocres, ou enfin sans juger, comme ça, standard, ça aurait été de se placer dans l'ornière du thérapeute, et même de le mettre hors champ, hein, simplement en entendant ses questions, pour être juste sur le patient. Mais Philibert, il fait autre chose. Il installe un ping-pong, un aller-retour. Hein, et c'est absolument passionnant. Parce que on n'est ni du côté de l'un ni du côté de l'autre, mais on est à la fois dans le regard et dans l'écoute. Et les moments où les médecins écoutent sont très intéressants. Les moments où ils vont décider de prendre la parole et d'interrompre ce qui est en train de se dire pour pouvoir réorienter la conversation. Les moments où ils vont voilà, laisser le patient parler, et des fois c'est le patient qui prend l'initiative et qui dirige ce qui est en train de se dire. Hein, et des fois ils sont difficiles à arrêter. Enfin, toute cette économie-là, ce qui se passe entre les deux, c'est vraiment absolument passionnant. Parce qu'évidemment émergent les troubles, les symptômes finissent par apparaître au bout d'un moment. Hein, alors les symptômes généraux qui sont peut-être une façon de parler un peu pâteuse, une forme d'endormissement, d'apathie, etc. Bon, qui sont des choses très extérieures, mais dans le fait de parler, de se raconter, dans la relance des questions, hein, qui font que comment vous vous sentez, est-ce que ça va mieux, est-ce que vous vous projetez dans l'avenir, etc. Il y a quelque chose qui remonte à chaque fois, il y a quelque chose qui remonte et qui affleure à la surface. Hein, ça peut être, je sais pas, une origine traumatique. On a le personnage de François là, qui est très tendu et que ses parents ont empêché d'être footballeur. Et on sent que c'est, pour lui, ben voilà, ça commence là. Ça, c'est l'origine, quoi. C'est l'origine. Il y a un moment très beau aussi où le docteur, je crois qu'il s'appelle docteur Médour, discute avec une dame psychotique, ouais, qui a un délire de persécution. Elle croit que les infirmières la harcèlent, la piègent, etc. Elle a un délire de persécution très aigu. Et il touche le moment où ça a commencé, c'est-à-dire quand votre sœur est morte, quoi. Ouais, c'est des moments. Ça c'est formidable. C'est toute une vie, quoi, qui passe par ces moments-là, quoi, hein, presque par le chat d'une aiguille, comme ça, flash. On a des biographies, des expériences, des chemins de vie comme ça qui se bousculent, avec toujours cette optique des médecins d'essayer de ramener les patients à une forme de réalité, de se réinscrire comme ça dans une espèce de perspective que serait la sortie de l'hôpital. Ils essaient toujours de les projeter comme ça dans
dans un futur, dans une sortie de l'hôpital, qui est un peu l'horizon. Alors c'est très intéressant aussi parce que alors, il y a plusieurs degrés évidemment dans les portraits qui nous sont présentés. Il y a des gens qui sont névrotiques, d'autres qui sont très fatigués, il y a des gens qui sont en dépression plus ou moins profonde, et puis il y a des cas de psychose lourde. Hein. Il y a je crois que le monsieur s'appelle Olivier, qui lui est dans un cas de psychose manifeste où il voit revenir ses aïeux morts dans la présence des autres patients autour de lui. Il identifie d'autres patients comme ses parents morts. Et pas seulement. Il voit chez ses filles, chez des filles de ses proches. Et ce qui est très intéressant dans les conversations, c'est la façon dont, je ne sais pas comment s'appelle la psychologue, la psychiatre qu'il a en face de lui, mais elle a une finesse sidérante à ne pas trop le contredire, c'est-à-dire consentir à sa version tout en essayant de le ramener à la réalité, en lui disant mais, et il y a même à un moment, il y a quelque chose qui est dit qui est formidable, c'est oui, c'est une forme de logique, mais ça n'est pas la réalité. Et lui il répond mais tu m'embêtes avec ta réalité. Voilà, vous voyez un petit peu, alors il y a le truc l'histoire de chacun, le lieu du traumatisme. C'est pour ça que je disais au début, c'est un peu comme une enquête à chaque fois. Parler et faire parler, choisir ses mots et amener le patient à s'exprimer, c'est une façon d'enquêter aussi, d'essayer de voir où est le point de souffrance. Est-ce qu'il est modifiable, améliorable, et aussi faire remonter une forme d'origine aussi du trouble, hein, et donc faire défiler une biographie. Et à chaque fois, chacun se raconte, hein, comme ça. Donc, je parlais d'un rapport à la norme au début, parce qu'à chaque fois, il est plus ou moins étendu, plus ou moins lâche, plus ou moins fort, c'est ce qu'on essaye de repérer, mais finalement Philibert nous invite à voir en chaque patient un semblable et à nous repérer par rapport à eux et à les écouter. C'est pour ça que le dispositif du film, il est simple, mais aussi il est très frontal, et en même temps il invite le spectateur à se projeter comme ça dans ces cas de patients où la folie, ça peut sembler quelque chose de très effrayant, de très distant, de très séparé de nous, et en fait on se rend compte que pas du tout. Chacun des patients a un rapport à la norme, comme nous, gens dits normaux, avons aussi, nous avons tous des variations par rapport à la norme, et nous avons tous nous aussi un rapport à la norme. Voilà, donc ça c'est le côté spéculaire du film, c'est-à-dire qu'il met en miroir comme ça le patient et le spectateur. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Mais il y a quand même quelque chose qui pour moi est, j'en arrive un petit peu au cœur du film, et à ce qui me passionne là-dedans, c'est qu'on l'a dit, bon alors il y a plusieurs cas d'hallucination, de maniaquerie, il y a le personnage, bon alors j'ai dit, hein, on vogue entre plein d'émotions, drôlerie, tragique, le côté lumineux ou sombre de certains moments. Il y a ce personnage de prof là, qui a fait Normal Sup là, et qui est un cas typique de personnalité histrionique, un histrion quoi. Et c'est formidablement, c'est toujours la même thérapeute qui est face à. Bon, il y en a plusieurs, hein, ils sont tous très bien, mais elle est assez forte parce que elle le laisse parler, et on voit que le problème, c'est qu'il fait du name dropping. C'est-à-dire, il croule sous une batterie de références qui ne le laisse pas exister en fait. Hein, enfin, c'est assez il est drôle, mais il est assez tragique aussi. Hein, il peut pas exister sous ce tas de références, quoi. Alors, et puis les références, faut y aller, parce qu'entre Deleuze, Steve Jobs, Krishna, enfin bon, ça dessine quand même un espace, son espace mental. Bon, c'est quand même assez sidérant. Mais je disais, ce qui est quand même le cœur du film là-dedans, et comme souvent dans les films de Philibert, alors c'est d'abord la communication. Qu'est-ce que c'est que la communication, hein? Alors la communication, c'est deux pôles, c'est un émetteur et un récepteur, et c'est exactement ce qui se passe ici entre le patient et le client. Le patient et le médecin. Alors désolé là, vraiment. Ça c'est très psychanalytique aussi. Bon, il est question aussi de capitalisme dans le film à certains moments, notamment autour de l'éducation. C'est assez intéressant. Voilà. Mais
Mais voilà, une question de communication. Comment on peut se dire la folie est une barrière, un rideau qui ne permet pas de communiquer. Et tout l'enjeu du thérapeute, c'est justement d'entretenir la communication, d'essayer d'entrer en communication, de faire parler, mais surtout d'établir un lien, un suivi, et c'est des échanges, hein, et donc comment on garde la communication, comment on perçoit des symptômes, comment un trouble se manifeste, qu'est-ce qu'on voit à la surface d'un visage, qu'est-ce qu'on voit dans un tremblement, une attitude un peu nerveuse, hein, il y a un moment le patient qui met un geste agressif là parce qu'il n'est pas content, il ne veut pas prendre de médicaments. Geste, visage, quels sont les symptômes qui se manifestent, et puis il y a un moment les thérapeutes qui disent mais pourquoi vous dites ça, parce qu'ils repèrent quelque chose dans le langage. Il y a un monsieur qui dit j'ai pas un visage facile, ou je sais plus, quelque chose comme ça. Puis il lui dit mais pourquoi vous dites, voilà, elle repère cette chose là dans son discours et elle le relance là-dessus. C'est ça la communication, c'est entendre, relancer, cerner, voilà, c'est ce fameux ping-pong qu'il y a entre les deux par le jeu du chant contre chant. Et puis pour moi c'est un grand film aussi sur le langage, sur qu'est-ce que c'est que le langage. Hein, alors déjà on l'a dit, c'est évident, mais parce que c'est un film de parole, voilà, de parole en général, mais pas seulement, parce que la parole n'est jamais neutre. On le voit, c'est à la fois un vecteur de soins, comme il est dit dans le film. On parle pour guérir, pour se guérir, pour cerner un petit peu les troubles et les souffrances qui sont en jeu chez ces patients, mais parce que la parole est elle-même une surface sensible où on perçoit des choses, hein, la parole, surtout la parole du malade, elle est affectée, elle a dans sa chair quelque chose qui est marqué et qui explicite quelque chose, voilà, qui est aussi une forme de communication. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est que moi le film, je trouve passionnant sur ce point, parce que on voit bien qu'il y a deux modalités, enfin il y a plein de modalités, il y a autant de modalités de parole que de personnes bien sûr, mais il y en a au moins deux qui s'affrontent. On voit qu'il y a une façon d'employer le langage qui serait celui de la folie. Je dis folie de manière très générale, hein, c'est pas du tout péjoratif ni stigmatisant, en tout cas dans ma bouche, hein. C'est pour être très large et recueillir tous les symptômes. Mais il y a une certaine économie de la parole, un certain usage de la parole qui consiste à s'abriter, à bâtir un mur, à se protéger du réel. La parole peut être une espèce de bulle d'idées comme ça, de construction, une espèce de construction purement idéale. Et on voit à quel point ça fonctionne comme ça chez certains patients, hein. Il s'agit de dire ce monsieur est mon grand-père, etc. Voilà, c'est un pur enjeu de parole. La parole, elle peut être en roue libre, comme avec le patient histrion qui se prend pour Steve Jobs, qui est en plus juif bouddhiste. J'aime bien le raccord aussi, c'est pas mal. Voilà, c'est des constructions, quoi. Voilà, c'est la parole qui construit un château en Espagne, qui construit un peu un monde à part, ou une protection, ou une membrane de protection par rapport à l'extérieur. Et puis il y a la parole pratiquée par les thérapeutes qui, elle, essaie toujours de raccrocher à la réalité. Alors je ne dis pas que la parole médicale est le réel ou qu'elle est certifiée par le réel, parce que chacun se débrouille toujours avec le langage comme avec un pis-aller dans son rapport au réel, hein, évidemment. Mais ce qu'essayent de faire les thérapeutes, c'est quand même toujours de ramener, de dévier, de ne pas se laisser embarquer, en tout cas dans la névrose ou dans l'hallucination du patient. Parce que ce serait facile à certains moments, on le sent bien, de donner prise, mais on voit comment le docteur Médour, d'autres, etc., choisissent de ne pas relever certaines choses qui ont été dites, de mettre de côté et de pointer sur autre chose. Alors ça, je trouve que ces moments sont absolument passionnants. C'est ceux des relances.
hein, quand il relance. Et bien sûr qu'il ne va pas valider le fait que des infirmières torturent. Non, ça, il le considère comme un délire, ou une forme d'hallucination, une construction mentale, et il pointe sur autre chose. Voilà. Alors tout ça, moi je trouve que c'est vraiment... on est au cœur du langage, on est dans cette opération à la fois... qui est à la fois idéaliste et matériel, qui est le fait de parler, d'avoir à communiquer. Chacun se débrouille à sa façon avec le langage, chacun en est plus ou moins la dupe, peut se prendre les pieds dans le langage. Et d'ailleurs, c'est très beau aussi, je trouve, la façon dont le film accorde une place au silence. Hein. Il y a des moments, la conversation retombe. Et des fois, on voit les médecins qui entretiennent un petit peu ce temps de silence, parce que le silence est aussi explicite, le silence est aussi éloquent, il dit des choses sur les patients. Chose importante aussi dans le film, j'étais très frappé, il y a un gros travail de montage, on sait que Philibert, il l'a dit en interview, a passé des mois et des mois sur le montage, c'est un travail important. Mais il y a une fluidité des entretiens qui sont d'une une continuité cristalline comme ça. C'est pour ça que je disais qu'il y a une forme de classicisme du documentaire chez Philibert, parce que c'est limpide, transparent, tout est d'une grande clarté. Et ce qui me marque beaucoup dans le film, c'est à quel point il ne va pas reconfigurer, il ne va pas retoucher un peu trop la façon dont les entretiens, dont les consultations se déroulent, au point, parfois, c'est très intéressant, de garder les perturbations qui ont lieu pendant les consultations. Parce que la perturbation prend un sens métaphorique beaucoup plus large. Exemple, on parle avec une jeune fille qui a fait une tentative de suicide au Doliprane, je crois, et tout à coup un cri résonne dans le couloir. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur cette patiente. C'est plutôt un entretien réduit à l'intérieur du film. C'est un très beau moment et très intense, mais ce qui fait la particularité de ce moment, et je pense que s'il l'a gardé, c'est parce qu'il y a ce cri qui vient déchirer à un moment la consultation avec la psychologue qui est obligée de sortir. Et du coup, il se retrouve face à la jeune fille tout seul. Et c'est un moment de silence, c'est un moment de suspension comme ça. Pareil, il y a plusieurs moments où le téléphone vient interrompre la consultation. Et il garde ça. Oui, parce que la perturbation, c'est évidemment dans la continuité de la fêlure, dans la continuité de ce qu'on pourrait appeler de manière très large, thématiquement, la folie. Hein, ça participe évidemment d'un rappel du réel, de quelque chose d'extérieur comme ça qui interrompt et qui perturbe, quoi, et qui casse un petit peu l'élan de la conversation. Donc le fait que Philibert garde ça, moi je trouve ça très intéressant. Ça aurait été facile par un point de montage comme ça d'évacuer ces choses-là, ces accidents, mais il décide de les maintenir à l'intérieur du film. Voilà. Et donc tout est explicite et on a ici, il me semble, un film très important sur ce que c'est que le langage, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais dit, à quel point, pour tout le monde, que ce soit pour la science comme pour les personnes qui souffrent, pour encaisser une souffrance, le langage est une forme de ciment, de rustine, on fait avec, on se débrouille avec, et voilà, c'est vraiment un territoire de tâtonnement et de friction entre tous les personnages, encore une fois au sens large, qui sont approchés à l'intérieur de ce film. Voilà, mais j'ai beaucoup parlé. Il y a le micro qui est ici, et évidemment, voilà, j'avais des choses à dire. Merci, mais c'est pas fini encore. Hein. Il y a un petit temps de discussion, et voilà. N'hésitez pas si vous avez des choses à dire sur le film ou ce que vous avez éprouvé, etc. On y va.
Bonsoir, moi je suis assez bouleversée par ce film que je trouve c'est un véritable monument, drôle et pathétique à la fois, avec beaucoup de bienveillance, un professionnalisme de la part des soignants incroyable. Et je me demandais, est-ce qu'il va circuler, par exemple, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les services où la psychiatrie a lieu, que ce soit aussi bien pour les adultes que pour les adolescents. Parce que je trouve qu'au-delà d'être un film extraordinaire, c'est aussi un instrument de travail qui pourrait effectivement réconforter les soignants. D'ailleurs, dans le film, c'est très bouleversant, les propres malades qui se plaignent du manque de soignants. Et voilà. Donc je voulais savoir, est-ce qu'il va être divulgué ou pas? Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Connaissant Philibert, ça ne m'étonnerait pas que comme il est en lien avec les milieux psychiatriques, etc., qu'il y ait une continuité du film. Je pense que déjà, il faudrait interroger les soignants qui sont montrés dans le film, mais je pense qu'il y a presque une vertu thérapeutique au fait de filmer. Le fait qu'une caméra soit présente, que les patients se sentent représentés par quelque chose, ou filmés par quelqu'un. D'ailleurs, il y a un moment très court, plus ou moins court, mais il y a une jeune fille blonde aussi qui a fait aussi une tentative de suicide, et là, il n'y a pas de tiers médecin. C'est-à-dire, elle parle directement avec Philibert. C'est le seul moment du film où il y a un échange avec la caméra, quoi. Mais on sent que la caméra a une vertu sans doute thérapeutique dans tout ce... faudrait en savoir plus et les médecins pourraient nous éclairer là-dessus. Alors je ne sais pas s'il sera montré, ça ne m'étonnerait pas de la part de Philibert parce que il le fait, il a montré son film sur le Louvre, ça a été montré aux employés du Louvre, etc. Ça réconforterait les soignants et puis en même temps, moi je trouve que c'est un outil de travail, que ça pourrait être un outil de travail. Alors comme je disais au début, c'est le volet central d'un triptyque. Parce qu'il y a celui sur l'Adamant, là, qui est l'hôpital de jour sous forme de péniche à Paris, là, sur le quai de la Râpée. Et puis le troisième sur les brigades de Paris Centre qui viennent réparer les objets chez les gens qui ont été remis soit dans des colocations, des appartements, ce qu'ils évoquent sous forme de passerelle au début. Voilà, les patients qui viennent de sortir, ils ont des fois des petits problèmes avec leurs objets et ça peut créer... C'est assez passionnant dans le film qui est beaucoup plus court et plus léger que celui-là, mais on voit à quel point les petits tracas du quotidien, ça peut vite devenir des gouffres pour les personnes en fragilité comme ça. Et c'est très intéressant cette brigade qu'on ne connaît pas et qui vient réparer une machine à écrire. Ça s'appelle La machine à écrire et autres tracas. Voilà, ça c'est le troisième volet. Et en plus drôle, quoi. Moi j'ai ri comme jamais. Hein. C'est une comédie humaine, quoi. Il y a c'est un monde. Alors moi je veux juste dire qu'il y a un moment qui m'a c'est la dame qu'on voit deux fois qui est brûlée à la fin. L'entretien précédent, le médecin lui dit « Qu'est-ce qui vous donnerait la paix ?» Et elle répond « Un câlin ». Et on a envie qu'il lui fasse un câlin. Et on sait qu'il ne peut pas. Et je ne sais pas comment on peut, mais voilà, je voulais vous dire que ça m'avait beaucoup touchée. Beaucoup. Ben oui, je passe tout de suite le micro, mais c'est un point important en effet, et on va y venir parce que il est question aussi un petit peu. Le film n'évoque pas quelque chose qui serait c'est ce qu'on a reproché à Philibert. Les critiques qui ont émané sur le film, il y en a eu, c'est de dire. Oui, d'accord, il montre le meilleur de la psychiatrie en France, mais il ne montre pas l'état général de la psychiatrie qui est plutôt, il faut bien le dire, et c'est vrai, plutôt en très mauvais état et en déréliction. Mais ça perce dans le film, hein, c'est quand même un peu présent, etc. Les patients le disent dans le rythme, dans une forme de déshumanisation du rapport aux soins, etc., qui est un peu mécanique, etc. Ça perce, mais ça n'est pas un film là-dessus. Voilà. C'est vrai que ça a pu lui être reproché. Oui, alors à propos d'Île, je voulais en parler. C'est que c'est un film de parole, sur la parole, avec la parole. Je pense que plein de dialoguistes doivent être jaloux des dialogues qu'on a dans ce film. Mais moi, il y a deux moments qui sont très forts. Alors le premier, c'est le monsieur
qui aimerait qu'on le prenne dans les bras. Et à ce moment-là, celui qui est prof de philo veut lui faire un hug et il le refuse. Et alors, on sait que les psychotiques ont beaucoup de mal avec le corps et ils n'aiment pas qu'on les touche, en fait. Et cette patiente qui réclame le câlin qu'elle n'aura pas. Et c'est vraiment un film de parole. En fait, tout passe par la parole, apparemment. Enfin, je suppose que c'est pas comme ça en général, mais c'est là ce qu'on ressent. Et oui, on a envie de les prendre dans les bras. Hein, c'est évident, on a envie de leur faire du bien physiquement. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, parce qu'ils ont peur qu'on les touche souvent. Ils ont envie, mais ils ont peur. Ils le veulent peut-être de leur famille. Et C'est pas forcément le câlin du thérapeute. Attends, je finis. Et puis, excuse-moi. Il y a un monsieur là-bas, j'ai vu aussi. Ça vient après. Et alors, par contre, ce que j'aime bien chez Philibert, c'est que il aime, enfin, comment dire, il juge pas. Il écoute. Il prend le temps, il laisse le temps. Alors aussi bien les patients que les soignants. Et j'ai trouvé une scène formidable, c'est entre cette dame qui demande un câlin et le psychiatre, où il y a un chant contre chant, là pour le coup, et où le psychiatre, à un moment, on le voit même rougir. Il est gêné par la volée qu'elle lui envoie, qui est vraiment incroyable. Et à un moment, on sent... Et c'est génial que Philibert, il filme ça. Parce que en fait, nous, du coup, on est le spectateur, l'intrus. On voit grâce à Philibert et le patient et le psychiatre. Quoi. C'est incroyable. Parce que sinon, ils sont en tête à tête. Il n'y a personne pour voir les deux en même temps. Voilà, je passe le micro. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai noté deux paroles. Vous avez parlé de la communication et de la parole. En voyant le film, j'ai pensé à ce qu'a dit le dernier écrivain que nous avons reçu ici sur les gens qui ont l'impression qu'il y a le djinn qui les habite. Et j'ai vécu aussi dans le sud du Maghreb la même chose. Et pour vous dire l'importance de la communication, les gens n'arrivent pas à voir un médecin. N'allez pas voir, quand ils sont malades, utiliser les plantes. Pour le psychiatre, c'est la personne la plus cultivée qui est respectée, et le malade lui demandait de l'aider. Et comme vous avez dit, insister sur la parole, c'est la parole qui joue un rôle important. Même si cette personne cultivée lui écrivait un mot qui lui demandait de toujours prendre dans sa poche ou autour de son cou, ou bien dans le cas justement qui a été abordé dans le livre de le dernier écrivain que nous avons reçu, il y a des gens cultivés qui écrivaient dans un bol quelques phrases. Ils demandaient au malade de boire ça. Mais ce qui est important, c'est surtout la parole, parce qu'il arrive à lui faire dire de qui il accuse de lui avoir jeté le sort. Ouais. Ben oui, c'est très intéressant cette histoire de parole, parce que comme on le dit, en effet, il y a plusieurs patients chez qui expriment un manque d'attention ou d'affection physique. Hein, ils ont besoin d'un câlin, ils ont besoin de chaleur humaine, c'est dit à un moment, etc. L'hôpital ne peut pas le leur donner, et on voit bien le docteur Médour là à un moment qui ne peut pas. Enfin, même il le revendique d'ailleurs. Il dit, c'est dans un groupe de discussion, il dit, mais est-ce que c'est aux soignants de donner de l'affection ? Non, ça n'est pas notre rôle, ça n'est pas à nous de le faire. C'est l'affection, elle est pas, c'est pas un rapport aux soignants. Oui, c'est ça, oui. Et on comprend bien sa position, et c'est bien normal. Mais ce qu'on voit aussi à travers ça, c'est la limite de la parole. C'est-à-dire que la parole, ça agit sur le mental, mais des fois, il n'est pas déconnecté non plus d'un corps ou de. Voilà, c'est intéressant parce que ça pose plein de questions. Oui, il y avait. Bonsoir. Moi, je voulais,
puisque vous êtes spécialiste du cinéma, est-ce que vous diriez que Philibert est un héritier de Raymond Depardon, qui a aussi fait des documentaires sur la psychiatrie? Ah oui, Sans Clémente. Oui, bien sûr. J'ai pensé à ça. Oui, il a filmé l'hôpital, la psychiatrie, Depardon, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a une très forte connexion entre les deux. Depardon, c'est aussi un photographe, un plasticien. C'est quelqu'un qui, en filmant l'hôpital de San Clemente aux États-Unis, par exemple, San Clemente, je ne sais plus comment on dit, construit des espaces, creuse des visions. Les plans sont beaucoup plus longs chez Depardon. C'est un artiste qui agit sur d'autres plans, mais qui a aussi une acuité de vision, d'approche, de captation du réel qui est très étonnant. Depardon qui a filmé, l'hôpital, aussi la justice, beaucoup, le tribunal, etc. Absolument passionnant, hein. Alors, il y a beaucoup de rapports entre les deux, c'est vrai, ils sont très familiers. Est-ce qu'ils se connaissent? Sans doute. Après, j'en sais pas beaucoup plus sur leur rapport réel, mais en tout cas, entre les films qu'ils font, on voit qu'ils ont traversé des lieux très communs, des lieux communs aux deux, en tout cas, hein, ça c'est vrai. Mais c'est une école documentaire à la française aussi, hein, qui se repère à travers ça, et qui est très, dans un rapport à la fois l'idée qu'il faut faire une rencontre avec le réel, que la réalité, c'est pas juste on pose la caméra, on enregistre, mais c'est une forme de rencontre, c'est une écoute aussi à apporter, une attitude d'observation, etc., qui sont très communes aux deux. Mais oui, c'est intéressant, il faudrait pousser l'étude. Les rapports entre Depardon et Philibert, ça pourrait être très, très, très fructueux, je pense. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de familiarité. Oui, bonjour. Je me posais la question du consentement éclairé de ces patients sur le fait de pouvoir montrer à tout le monde leur pathologie et le côté éclairé alors qu'ils sont quand même dans leur propre monde, là, pour la plupart. Oui, c'est vrai qu'on se demande... Enfin, ça pourrait être une question éthique, mais je pense que... là-dessus, je ne sais pas exactement quelles sont les conditions juridiques du tournage du film. Je pense que Philibert a de toute façon l'autorisation de l'hôpital. Je pense qu'il est précédé de sa réputation. De toute façon, il a une carrière, une œuvre derrière lui. Il a documenté beaucoup d'institutions. Il doit avoir une autorisation de l'hôpital et surtout l'autorisation des médecins référents qui s'occupent de ces patients-là. Le fait que... il y a quand même un grand nombre de patients qui sont quand même pas non plus totalement déconnectés de la réalité. Je pense même Olivier qui voit revivre ses grands-parents. Il parle quand même. Enfin, je veux dire, il parle, il répond. Il a une fonction usuelle du langage qui fait que ces gens peuvent aussi signer des autorisations pour être filmés. Et de toute façon, le dispositif est tel que ils voient la caméra, ils se savent filmer, certains la regardent, et il y a même ce qui prouve que le rapport est complètement dédramatisé, ou en tout cas, il n'y a pas du tout de plan volé ou de choses qui pourraient être éthiquement condamnables, c'est que certains jouent avec la caméra. C'est-à-dire qu'ils se savent aussi en représentation, et il y a un jeu qui s'établit. Des fois, il y a de l'humour, et il y a des œillades vers la caméra, etc. Enfin, elle n'est pas du tout cachée, elle est présente, elle est là, et ils se savent filmer. Après, oui, il y a cette dame là, justement, la dame qui a le trouble de persécution, qui semble très dans son monde, etc. Mais c'est pareil, elle répond, la caméra est très proche, la scène est assez émouvante. C'est vrai qu'on la voit 2 fois. Et la deuxième fois, elle s'est brûlée, quoi. Donc, c'est très saisissant ce moment-là, hein, parce que elle est extrêmement altérée. Et je trouve, alors je dévie un petit peu du sujet, mais pour moi, c'est quasiment la dernière scène du film. Après, il y a encore 1 ou 2 plans, etc. Mais c'est le dernier grand moment où là, c'est une fin assez sombre, dans le sens où on a l'impression qu'on ne pourra pas la repêcher. Elle est dans les ténèbres, quoi. Elle est dans quelque chose
de très sombre. Elle est en train de s'enfermer comme ça dans un monde extrêmement angoissant. On sent que c'est un monde d'angoisse, quoi. Le médecin lui demande, la première fois, il lui demande qu'est-ce que vous voulez pour être en paix, et là, elle dit un câlin. Mais la deuxième fois, je ne sais plus ce qu'il lui demande, mais elle répond, je voudrais être tranquille, je voudrais ne plus avoir peur. Ouais. Elle fait ces deux réponses-là. Oui, c'est vrai, elle est dans la peur, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Oui, c'est absolument bouleversant parce que le cadre s'ouvre un petit peu et pour filmer ses doigts aussi, ses doigts qui sont pansés. Il y a des pansements. Elle s'est brûlée. Enfin voilà. Bon. Et pour moi, il y a quelque chose de. C'est une note grave, sombre. La fin du film. Bon voilà. Ce qu'on a pu appeler une comédie humaine se ponctue sur un moment d'hallucination comme ça, terrifiant. Hein. C'est presque. Voilà, ça fait assez peur aussi en tant que spectateur. Et il y a quelque chose de presque, je dirais, dans cette parole d'angoisse qu'elle exprime et que le spectateur reçoit. Il y a presque quelque chose de pythique, c'est presque oraculaire, quoi, dans le sens où on ne comprend pas tout, on ne peut pas tout comprendre, on n'a plus prise vraiment sur elle. C'est presque une voix qui nous vient des ténèbres en quelque sorte. Alors là, je poétise peut-être un peu la situation. Non, je veux pas non plus, mais il y a la cataracte. Et puis oui, voilà, oui, c'est ça. Ouais, enfin, tout ça pour dire, en fait, ce que je veux dire là-dedans, dans le fond, parce qu'il faut toujours clarifier un peu ces idées, c'est que le documentaire part du réel, mais pour moi, dans cette dernière scène, il touche presque au mythe. C'est-à-dire que on a quasiment la Pythie de Delphes, quoi, à ce moment-là. En tout cas, ça fait venir des images très fortes. Hein, et oui, c'est-à-dire que le documentaire, c'est du cinéma déjà, et évidemment, ça déploie aussi l'imaginaire, ça déclenche des rapports, des visions, etc. Et simplement à partir de cette parole, qui est une parole profondément angoissée, mais qui vient de... voilà aussi presque des ténèbres de l'humanité, quoi. Et ça nous concerne tous. Voilà, c'est aussi ça. Il me semble qu'il y a de très fort dans le film. Oui, et puis tac, je rebondis. Puis troisième, je retiens le parcours. Bonjour, merci pour tout. Je voulais revenir sur la question du consentement éclairé, parce qu'effectivement, il y a le réel aussi du spectateur que nous sommes derrière, avec le regard porté sur ces patients et tous ces regards portés sur ces patients, avec la question de l'effraction sur des patients qui nous montrent leur délire de persécution. Il y en a beaucoup quand même. Donc c'est pas rien. Et je me dis quand même, je connais pas du tout Philibert, mais je me dis il a dû forcément faire un travail en amont avec l'équipe, avec les patients, des groupes de travail, peut-être tout un travail avec la caméra. Ça me paraîtrait juste évident, donc, parce que c'est pas rien. La question de nous spectateurs avec voilà. Ah ben oui. Non, mais de toute façon, on peut pas saisir des moments comme ça sans un long travail d'approche, de rencontre avec les gens, de simplement venir sur les lieux, rencontrer les médecins, etc., rencontrer les patients, bien sûr. Et ça, c'est l'avantage du documentaire, c'est que le film qu'on voit, c'est pas seulement le temps des prises, le temps de filmer, etc. C'est tout le temps qui précède, qui est un temps beaucoup plus long que celui du tournage en général, hein, qui est vraiment toute une préparation. C'est pour ça aussi qu'il peut filmer ça. Et c'est en ça, je me dis que c'est thérapeutique pour les patients, parce qu'il y a un avant, un pendant, un après. Il y a une histoire qui se raconte. Oui, et puis la caméra, c'est un miroir. C'est un miroir de la psyché. Et la présence d'une caméra face à quelqu'un, je dis même pas seulement un patient, mais face à quelqu'un, c'est thérapeutique. Se savoir représenter, avoir conscience qu'une image de soi est produite, c'est quand même des choses qui entrent aussi dans
voilà, dans la structure de la psyché, quoi. Donc ça participe, oui, je pense, à un vrai dispositif thérapeutique. Mais justement, parce que j'ai pas lu sur le film quand il est sorti, c'est dommage, je trouve, ça aurait été un entretien avec les médecins qu'on voit à l'écran, ou un des médecins, ou le chef du service, je pense que c'est le docteur Médour, j'ai l'impression, je sais pas. Mais ça aurait pu être bien qu'ils disent, qu'ils témoignent comme ça de qu'est-ce que ça apporte d'avoir une équipe de tournage à l'intérieur de l'hôpital. Est-ce que ça influe sur les patients? Est-ce que ça les aide? Est-ce que ça aurait pu être pas... Bon, on n'a pas cette parole, malheureusement, mais voilà, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Et puis, oui, alors ici, et puis ici. Oui, c'était là. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la parole des personnages. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué pendant tout le film, c'est le décor. J'ai été assez étonnée de les voir pris au moment où ils racontent le plus profond de leur vie. Le mur derrière est blanc. Et il y a certaines. Et par contre, il y a d'autres salles qui ont une surcharge, par contre, de couleurs, de plantes. On a cette fameuse pièce aux plantes où on a posé un pot de plantes partout où il y avait de la place. Il y a beaucoup de contrastes. Il y a beaucoup des scènes où c'est tout blanc ou tout d'un coup ça devient tout bleu. Il y a un des personnages qui tout d'un coup, c'est étonnant, je ne sais pas si ça a été recherché par le réalisateur, tout d'un coup une salle où on a plutôt le mur plutôt bleu qui apporte autre chose, qui fait du bien, et ces autres scènes où on a une surcharge de décor, cette espèce de brouette avec les attrape-rêves, c'est peut-être voulu qu'il y ait des attrape-rêves, et où il y a énormément de couleurs, et donc ça. Et justement, je trouvais que dans la structure du film, on a presque l'impression que c'est monté à l'envers, avec cette fin où petit à petit on arrive vers la porte, vers juste la pancarte, où on a l'impression qu'on sort là où on aurait pu rentrer, et presque les vues aériennes auraient pu être encore à la fin en partant, ou alors de le faire dans l'autre sens, de rentrer comme ça par la porte. On était à l'intérieur, on est presque sorti par la porte. Enfin, il y a une espèce de parcours comme ça dans les locaux qui est peut-être intéressante aussi dans le film. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Oui, notamment la buvette et puis la bibliothèque. Il y avait puis les plantes. Moi, je trouve que ça fait référence un peu au monde extérieur, quoi, une forme de réalité, puis de chaleur. Oui, je pense que la buvette, ça fait partie d'une démarche médicale aussi, de les faire tenir un truc, qui rappelle l'extérieur, qui doivent être gérés. Je pense avec une petite caisse et tout. La responsabilité de payer. Oui, c'est ça. Oui, alors sur les lieux, c'est les lieux de l'hôpital. Je pense que soit c'est dans la chambre du patient, soit c'est dans une salle de consultation, etc. Je pense qu'il n'organise pas vraiment les lieux. Je pense qu'il filme la réalité des lieux. Après, ce qui est très intéressant sur les lieux dans le film, c'est qu'on se dit... Alors, c'est la scène du début, quand il y a les plans au drone sur l'hôpital, et que là, un patient dit « Mais oui, mais c'est comme les lycées, les prisons, c'est le même modèle, c'est un peu carcéral et tout. » On se dit « Mais oui, l'architecture de l'hôpital est un espace mental aussi. C'est le rêve d'une époque qui a construit l'hôpital et qui l'a conçu de cette façon. On est déjà dans... L'hôpital, c'est un imaginaire, parce qu'il a été construit de telle façon qu'il reflète les rêves ou les aspirations d'une époque. Donc quand on est dans une architecture, on est déjà dans un cerveau, en quelque sorte. On est dans le cerveau d'une époque passée qui a conçu cet hôpital. C'est un imaginaire, une architecture. Et puis, il y a ce moment... Alors, c'est très marrant, c'est dans un groupe de discussion, je ne sais plus exactement à quel moment du film. Et puis, il y a un des patients, Monsieur Obadia, je crois, qui interpelle le médecin-chef et qui lui dit mais de toute façon, c'est à vous de nous dire, puisque ici, on est où ? On est dans votre jardin. On est dans votre jardin, voilà, c'est vous qui nous cultivez en quelque sorte. C'est très drôle cette expression. On est dans votre jardin, quoi. On est chez vous, donc à vous de nous dire ce qu'on doit faire. Donc tout ça pour dire à quel point ça résonne avec le mental, quoi. Et puis, je crois qu'il y avait Madame aussi qui... je vais vous le passer. Vous parliez de la thérapie pour les patients, de faire un film. Dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, il y en a été question, puisque c'est tourné entre autres avec des patients, et ça leur a fait du bien, pour certains. Oui, il y a des grands films
On les a pas cités, mais il y a eu des grands films sur la folie, ou l'hôpital psychiatrique. Madame, il y a juste le micro. Vol au-dessus d'un nid de coucou. Je cite un autre documentariste, j'en ai déjà un petit peu parlé, Frédéric Wiseman, qui avait tourné dans un hôpital psychiatrique à la fin des années 60, ça s'appelait Titicut Follies. Et ça s'inscrivait un petit peu dans ce mouvement fin des années 60, ce qu'on a appelé l'anti-psychiatrie, qui dénonçait justement les conditions déplorables dans les hôpitaux psychiatriques à l'époque où ils étaient encore très carcéraux, violents, avec des traitements chocs, etc. Voilà, c'était juste en passant. Pardon, je vous en prie, madame. À votre tour. Oui, moi j'ai été assez impressionnée par le patient, justement, c'était le seul d'ailleurs, qui posait des questions aux médecins. Ouais. On avait l'impression que les rôles, enfin c'était pas une impression, les rôles étaient totalement inversés. C'était pas le médecin qui posait des questions aux patients, mais c'était le patient qui posait les questions au médecin parce qu'il devait quitter l'hôpital et se rendre dans un appartement en colocation, et on sentait qu'il voulait vraiment savoir ce qu'il allait advenir de lui, et les rôles étaient totalement inversés là, et on sentait que le médecin, il avait un peu du mal quelquefois à répondre à ces questions. Je trouvais qu'il était assez fort quand même. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui va être récupérable. Ça je pense que on pense qu'il peut être vraiment récupérable parce qu'il disait des choses très sensées quand même. De toute façon, si l'équipe envisage de le faire sortir et de faire une transition vers un appartement comme ça, une colocation, ce qu'ils estiment que ça va plutôt pour lui. Enfin, il est sur sa voie pour sortir de l'hôpital, en tout cas. Oui, alors voilà, ça c'est un point très intéressant aussi, je trouve, dans le film. C'est tout le bénéfice de ce que j'appelais tout à l'heure le champ contre champ, c'est-à-dire le fait de filmer aussi bien le patient que le médecin. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses quand les médecins écoutent, parce qu'on les voit beaucoup écouter. Mais en effet, il y a des moments où ils sont interpellés par les patients, et parfois vivement. Il y en a même un qui se fait traiter de con à un moment. Vous êtes con, je sais plus quoi. Enfin bon, c'est un peu rude. Mais il y en a beaucoup qui sont décontenancés. Et on le voit. Ils sont bousculés, ils sont décontenancés, ils savent pas. Et c'est intéressant aussi d'avoir ce regard sur le médecin, de pas se cacher derrière le point de vue de la médecine. Mais vraiment de poser un regard sur eux, parce qu'on voit bien, il y a un moment c'est subreptice, on peut presque passer à côté, mais ce patient qui est énervé par ses médicaments, là, qui est prêt à taper quelqu'un, etc. À un moment, le psychologue reçoit un coup de fil et son téléphone sonne et il dit mais c'est ta petite copine, c'est ta femme, etc. Tout à coup, en effet, le rôle s'inverse et c'est tous ces moments où le rapport se renverse. Ça, c'est obtenu parce qu'il filme les médecins à équivalence en quelque sorte. Enfin voilà. Et donc c'est vrai que c'est très bien. Ça rebat les cartes. Déjà, merci beaucoup pour toutes vos prises de parole, parce qu'elles étaient très intéressantes. Et puis voilà, c'est l'enjeu un petit peu de ces discussions. Merci. Alors, merci Mathieu. Et donc, on se retrouve le mois prochain pour Le mal n'existe pas. Ah oui, oulala. Alors ça, c'est un beau morceau. C'est sorti en ce moment. On le voit le mois prochain. C'est le dernier film d'un grand cinéaste japonais qui est apparu dernièrement, jeune génération. Il s'appelle Ryosuke Hamaguchi. Il a eu l'Oscar il n'y a pas longtemps avec Drive My Car. Et c'est quelqu'un qui raconte le Japon contemporain avec un regard très précis et encore une fois un grand cinéaste de la parole, où là vous allez le voir dans Le mal n'existe pas, des questions écologiques se mêlent un petit peu au tableau, mais tout est très complexe, très mystérieux, et le film est encore une sorte de puzzle à reconstituer. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. Donc on se retrouve la prochaine fois avec Hamaguchi. Voilà. Bonne soirée.